8h30, le 16 avril 1945. Le commandant Frederick Julian Beckton se tenait sur la passerelle de l'USS Laffey, à 30 milles au nord d'Okinawa, à la station de piquet radar numéro 1. Il observait son opérateur radar suivre 50 contacts, se déplaçant vers le sud à 200 nœuds. 36 ans, 2 navires déjà perdus et aucune intention d'en perdre un troisième. Les Japonais avaient lancé la plus grande vague de kamikazes de la campagne d'Okinawa, et le Laffey était le navire de piquet le plus au nord, seul, à l'exception de 2 petits engins de débarquement. Beckton avait vu plus d'hommes mourir que la plupart des capitaines ayant 2 fois son âge. Le 13 novembre 1942, depuis la passerelle de l'USS Nicholas, il avait regardé le premier USS Laffey brûler et couler au large de Guadalcanal. 59 hommes avaient sombré avec lui. Puis, le 7 avril 1943, son propre commandement, l'USS Aaron Ward, reçut 3 impacts de bombes et 2 explosions à proximité. 20 morts, 59 blessés, 7 disparus. Le navire coula à 600 mètres de la plage. Beckton passa 7 heures à essayer de le sauver. Il échoua. Quand la marine lui confia le second Laffey en février 1944, il prit une décision. Ce navire ne coulerait pas. Pas sous ses ordres. Il entraîna son équipage jusqu'à ce qu'il le déteste. Poste de combat à 3 heures du matin. Exercice de contrôle des avaries jusqu'à l'épuisement. Les équipes de tir s'entraînaient jusqu'à pouvoir charger et tirer les yeux bandés. Les jeunes marins se plaignaient. Les officiers mariniers grognaient. Beckton s'en moquait. Il avait sorti des hommes mourants de compartiments en flammes. Il avait vu des contre-torpilleurs se briser en 2. Il savait ce qui arrivait au navire dont l'équipage n'était pas préparé. Le 16 juin 1944, en Normandie, le Laffey escorta des engins de débarquement vers Utah Beach, puis protégea les cuirassés, bombardant les positions allemandes. Les batteries de côtières allemandes à Cherbourg le prirent pour cible le 25 juin. Il posa des écrans de fumée, essuya des tirs, survécut. Pas un seul homme ne fut perdu. Puis ce fut le Pacifique, le golfe de Leyte, les Philippines. Le 7 décembre 1944, Beckton vit un kamikaze plonger délibérément sur un transport à 500 mètres de là. L'explosion tua tout le monde sur le pont. Un autre kamikaze frappa un contre-torpilleur qui dut être sabordé. 2 autres navires furent endommagés. Le 10 décembre, 5 autres navires furent touchés. Le Laffey aida le contre-torpilleur Hughes pour le contrôle des avaries. Des hommes brûlés hurlaient. La chair fondait sur les eaux. L'équipage de Beckton vit ce que les kamikazes faisaient le 6 janvier 1945 dans le golfe de Lingayen. 11 navires furent mutilés par des pilotes suicides en une seule journée. Le Laffey manœuvra à travers les nappes de pétrole en feu et les débris flottants, évitant chaque attaque. Mais Beckton connaissait la loi des probabilités. À force de jeter les dés, on finit par perdre. Maintenant, Okinawa, le 14 avril. Le Laffey arriva à la station de piquet numéro 1, la position la plus dangereuse de toute l'opération. À 30 milles de l'île, à 60 milles de la flotte. La première alerte pour les raids entrants. La première cible. Le contre-torpilleur Kassenyong y avait été frappé 3 jours plus tôt. 1 mort, 59 blessés. Le Laffey récupéra son équipe de direction de chasse, 300 obus de 5 pouces, et prit sa place sur la ligne de piquet. Le 15 avril passa tranquillement. Trop tranquillement.
Si vous voulez voir comment l'entraînement de Beckton a porté ses fruits, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Cela nous aide à partager plus d'histoires oubliées. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Revenons à Beckton. Maintenant, 16 avril, 8h30. L'écran radar est saturé de contacts. L'équipe de direction de chasse du Lafay appela la patrouille aérienne de combat. 4 Wildcats et 12 corsaires décollèrent du porte-avions Shamrock Bay, mais ils étaient à 8 minutes de distance. Les kamikazes étaient à 3 minutes. Beckton ordonna le poste de combat. 336 hommes coururent à leur poste. Les canonniers chargèrent les canons de 5 pouces. Les équipes de contrôle des avaries sortirent les lances à incendie. Sous les ponts, les hommes verrouillèrent les écoutilles et se préparèrent aux inondations. Le premier appareil ennemi apparut à 8h42. Un bombardier en piqué Aichi D3 aval, seul, tournant à 8000 pieds. Une reconnaissance. Quand les canons du Lafay ouvrirent le feu, il largua sa bombe et s'enfuit vers le nord. Beckton savait ce que cela signifiait. Le pilote avait communiqué la position du Lafay par radio. Maintenant, chaque kamikaze de la formation savait exactement où trouver le contre-torpilleur isolé. À 8h45, 4 VAL quittèrent la formation et plongèrent. 2 VAL venaient de l'avant-tribord, 1 de l'arrière-bâbord, 1 de l'arrière-tribord, tous plongeant simultanément. Beckton s'était entraîné pour cela. Il cria ses ordres dans le tube acoustique vers la timonerie en dessous. La barre tout à gauche. Gardez le flanc face aux assaillants. Un maximum de canons sur la cible. Le chef de tir, le lieutenant Paul Smith, était assis dans le panier de direction au sommet de la passerelle. Il avait la permission de tirer dès qu'il était prêt. Tourelle 50 et 1 et 52. Les canons, avant de 5 pouces, ouvrirent le feu sous le contrôle de la direction. Les obus encadrèrent le premier VAL à 4000 mètres, 3000 mètres, 2000 mètres. Coupe au but. Le VAL se désintégra à 1500 mètres. Des morceaux en flammes frappèrent l'eau à 200 mètres de la proue. Le deuxième VAL continuait d'arriver par tribord. Les canons de 40 mm rejoignirent le barrage. Les canons de 20 mm à plus courte portée firent de même. Le moteur du VAL commença à fumer à 1000 mètres, 500 mètres. Il piqua du nez et frappa l'eau à 50 mètres de la coque. L'explosion envoya un geyser de 12 mètres de haut. Le VAL de l'arrière-bâbord arriva bas, frôlant presque les vagues. La tourelle. 53. Le canon arrière de 5 pouces le suivit. Le canonnier Lawrence Dookie commandait la tourelle. 20 ans, gamine de fermée de Pennsylvanie, 6 mois en mer. Il avait pratiqué ce tir 500 fois lors des exercices. Il n'avait jamais raté. Il ne rata pas cette fois. Le VAL perdit des morceaux sous le feu concentré. Son train d'atterrissage fixe accrocha l'eau. Le avion fit la roue et explosa à 300 mètres derrière. Le quatrième VAL attaqua par l'arrière-tribord. Chaque canon de ce côté ouvrit le feu. Les traçantes convergèrent. Les ailes du VAL se séparèrent. Le pilote essaya de corriger. Trop tard. L'avion s'écrasa dans l'océan à 100 mètres. 4 attaques, 4 victoires. Temps écoulé, 90 secondes. Beckton s'autorisa une respiration. Puis les guetteurs repérèrent le numéro 5, un Yokosuka de 4 Ijudi effectuant un mitraillage sur le flanc bâbord. Plus rapide que le VAL, plus difficile à toucher. Les mitrailleuses du Judy balayèrent le pont du Lafay. Les balles ricochèrent sur l'acier.
Un canonnier reçut des projectiles dans son gilet pare-balles, mais continua de tirer. Le pilote du Judy se redressa à 200 mètres. La tourelle de 40 mm du côté bâbord le suivit parfaitement. Une rafale toucha le moteur. Le Judy se retourna et s'écrasa à 500 mètres. 8 minutes s'étaient écoulées depuis le premier contact. 5 avions ennemis détruits. Aucun dommage pour le Lafay. L'approche de sergent instructeur de Beckton fonctionnait, mais 50 autres contacts restaient sur l'écran radar. À 8h53, les 6e et 7e assaillants arrivèrent ensemble. Un autre Val à bâbord. Un autre Judy à tribord. Attaque coordonnée. Beckton ordonna 30 degrés de barre à tribord. Diviser les cibles. Les canons de bâbord engagèrent le Val. Les canons de tribord prirent le Judy. Le pilote du Val était bon. Il arriva avec un angle faible en utilisant le soleil du matin. Les équipages de tir plissaient les yeux à cause de l'éblouissement, mais tirèrent quand même. Les traçantes montèrent vers le Val, frappèrent la queue, l'aile, le cockpit. Le Val continuait d'avancer, en feu maintenant. Pilote mort ou mourant, mais la gravité et l'élan emportèrent l'avion. Il largua une bombe à 300 mètres. La bombe manqua sa cible, explosa à 10 mètres du flanc bâbord. Des éclats criblèrent la coque. Aucun dommage sérieux. Le Val en flammes frappa l'eau et ricocha comme une pierre avant de couler. Du côté tribord, c'était différent. Le Judy arrivait vite et bas. Le canonnière de 20 mm Bob Robertson, 19 ans, du Michigan, le suivit parfaitement. Le chef de pièce Fred Burgess se tenait à ses côtés, criant les corrections. Le pilote du Judy largua sa bombe trop tôt. Peut-être blessé, peut-être paniqué. La bombe tomba le long du flanc tribord, explosa au contact de l'eau. La déflagration fut massive. Des éclats déchirèrent le mince plaquage de la coque. Robertson reçut des fragments au visage et à la poitrine. Burgess poussa Robertson au sol alors qu'un éclat plus gros sectionnait presque la jambe gauche de Burgess sous le genou. Les deux hommes tombèrent. Les infirmiers accoururent. Garrot, morphine, on les traîna en bas. Remplacez-les. Continuez de tirer. L'équipage des 40 mm de bâbord pulvérisa le Judy avant qu'il ne puisse faire plus de dégâts. Mais maintenant, le Lafay avait ses premières victimes. 2 blessés, le premier sang avait coulé, et les Japonais ne faisaient que commencer. Le numéro 8 était déjà en train de plonger. Un autre Val venant de l'arrière, mitraillant en approchant, la tourelle 53 s'engagea. L'équipage de Doki tira, frappa l'hélice du Val, le capot moteur, mais le Val ne ralentit pas. Les canons de 20 mm de la plage arrière ouvrirent le feu. Les pièces 23, 24 et 25, les 3 affûts tirant ensemble. Le Val traversa le barrage, s'écrasa d'une manière ou d'une autre sur l'affût 25, détruisit les 3 canons de 20 mm, tua 6 canonniers instantanément. Il s'écrasa dans le coin tribord de la tourelle 53. De l'essence en flammes recouvrit la plage arrière. La bombe du Val explosa. Un incendie majeur éclata. Beckton vit des flammes atteindre 18 mètres de haut depuis sa position sur la passerelle. Il ordonna l'immersion immédiate de la soute à munitions arrière de 5 pouces. L'eau s'y engouffra, empêchant une explosion catastrophique, mais la tourelle 53 était finie. Doki avait dirigé le tir depuis l'écoutille latérale parce que l'écoutille supérieure était coincée. L'explosion l'éjecta hors de la tourelle. Il atterrit sur le pont à 6 mètres de là, miraculeusement indemne. Il se releva, attrapa un extincteur
et commença à combattre les flammes. 10 minutes après le début de la bataille, 8 avions ennemis détruits, 6 morts, 2 blessés. Une tourelle de 5 pouces détruite, 3 affûts de 20 mm disparus. Des incendies faisant rage à l'arrière. 4 Wildcats de la patrouille aérienne de combat arrivèrent au-dessus, commençant à engager les kamikazes avant qu'ils ne puissent plonger sur le Lafay. Ils abattirent 2 VAL en altitude, mais 12 autres kamikazes étaient déjà lancés dans leurs attaques. À 8h57, le numéro 9 plongea de l'arrière. Ce 9e VAL sortit du soleil directement par l'arrière. Il largua une bombe à 60 cm à l'intérieur du bord du pont près de la tourelle 53. La bombe traversa le mince plaquage du pont et explosa à l'intérieur. Elle tua 6 hommes de plus. Puis le VAL lui-même s'écrasa sur ce qui restait de la tourelle 53. Il acheva complètement le canon. Toute la section arrière du Lafay n'était plus qu'une épave en flammes. Les équipes de contrôle des avaries combattirent les incendies avec tout ce qui était disponible. Lances, extincteurs, seaux. La chaleur était intense. La peinture cloquait sur les cloisons à 15 mètres de là. Les munitions stockées à proximité commencèrent à exploser sous la chaleur. De petites explosions toutes les quelques secondes. Les hommes travaillaient malgré tout. Pas le choix. Si le feu atteint la soute, tout le navire saute. Beckton ne pouvait pas accorder d'attention aux feux arrière. Le numéro 10 arrivait déjà. Un autre VAL par la proue tribord, mitraillant. Malgré le feu des canons de 5 pouces, de 40 mm et de 20 mm, le pilote largua sa bombe. Elle frappa encore près de la tourelle 53, s'ajoutant au brasier. Le VAL frôla de justesse le mât du Lafay avant qu'un corsaire de la patrouille aérienne ne l'abatte. Il s'écrasa à 200 mètres de vent, mais le mal était fait. Une autre bombe, plus de feu, plus de victimes. 13 minutes depuis la première attaque. 10 avions ennemis détruits, 12 morts, au moins 20 blessés. La moitié de l'armement arrière disparut. Des incendies hors de contrôle. À 9h pile, 3 kamikazes attaquèrent simultanément de différentes directions. Le 11e, le 12e et le 13e. C'était le moment que Beckton redoutait. Plus de cibles que les canons ne pouvaient en gérer. Plus d'attaques que les équipages ne pouvaient en suivre. La saturation. Le 11e, 20 de l'arrière bâbord, un VAL bas et rapide. Chaque canon de bâbord ouvrit le feu. Frappé à plusieurs reprises, il continua pourtant d'avancer. Il s'écrasa sur le côté bâbord arrière près de la ligne de flottaison. Il explosa, ouvrant une brèche de 2,40 m dans la coque. L'eau s'engouffra. Le Lafay prit immédiatement de la gîte sur bâbord. Les équipes de contrôle des avaries se précipitèrent pour étayer les cloisons et pomper les compartiments inondés. Le 12e attaqua par la proue tribord. Un Judy, plongeant de façon abrupte. Les canons avant de 5 pouces le suivirent. La tourelle 50 et 1 tira, manqué. La tourelle 50, 2 tira, manqué. Les canons de 40 mm l'engagèrent à 1000 mètres. Un tir de barrage montant vers l'avion en piqué. L'aile fut touchée. Le fuselage fut touché. Le Judy commença à laisser une traînée de fumée, mais ne dévia pas. Il s'écrasa sur le côté tribord au milieu du navire. Il pénétra la coque au-dessus de la ligne de flottaison, explosa à l'intérieur. Il tua 8 hommes dans le poste d'équipage, déclencha des incendies sur le pont principal, fit sauter les systèmes électriques. Le radar s'éteignit. Les systèmes de conduite de tir tombèrent en panne.
Les canons repassèrent en contrôle local uniquement. Le 13e vint de face. Un autre val. Les tourelles 50 et 1 et 52 engagèrent toutes deux la cible. Contrôle manuel complet désormais. Les canonniers suivaient à l'œil nu. Pas de direction, pas de radar. Juste regarder à travers le viseur et anticiper la cible. Les deux canons tirèrent. Les obus convergèrent. Le val explosa en plein ciel à 600 mètres. Des débris enflammés tombèrent en pluie sur le pont avant. De petits feux démarrèrent. Les hommes les éteignirent, avec leurs vestes. Beckton évalua les dégâts. Une gîte sur bâbord d'environ 5 degrés. Des incendies au milieu et à l'arrière. Radar inopérant. Batterie principale toujours fonctionnelle, mais limitée. La moitié des canons anti-aériens détruits ou s'en servant. Les victimes s'accumulaient. L'eau entrait. Mais le navire était toujours à flot, se battait encore, et les kamikazes continuaient d'arriver. Le numéro 14 apparut à 9h03. Un val venant du quartier bâbord arrive en bas, mitraillant, tua 2 autres canonniers, s'écrasa sur l'arrière bâbord déjà endommagé. Il explosa près de l'impact précédent du kamikaze, élargissant la brèche dans la coque. Plus d'inondation. La gîte passa à 7 degrés. L'ingénieur en chef signala de l'eau dans 2 compartiments. Les pompes fonctionnaient, mais suffisaient à peine. 15 minutes après le début de l'attaque. 13 avions ennemis détruits. 20 morts, 30 blessés. Le navire prend l'eau. Des incendies majeurs font rage. Et toujours pas de fin en vue. Le numéro 15 plongea à 9h05. Un Judy par tribord. Rapide, peut-être 300 nœuds. Les canons avant suivirent. Tirèrent. Manquèrent. Les canons de 40 mm engagèrent, touchèrent la queue. Le Judy vacilla mais continua d'avancer. Les canons de 20 mm tirèrent à bout portant. Les balles remontèrent le long du fuselage, frappèrent le moteur, le cockpit. Le Judy vira à droite et manqua le Lafay de 6 mètres. Il s'écrasa dans l'océan juste à côté, assez près pour que l'explosion projette de l'eau sur le pont. Les hommes étaient trempés. Ils continuèrent de se battre. À 9h07, le gouvernail du Lafay se bloqua complètement à bâbord. Dégâts causés par les explosions sous-marines. Le navire commença à tourner en rond, des cercles serrés, un virage permanent de 26 degrés. Impossible de naviguer droit. Beckton essaya toutes. Machines avant toutes, machines arrière. Rien ne fonctionna. Le Lafay était verrouillé dans un virage à gauche constant. Et le numéro 16 plongeait. Ce val vint par tribord pendant que le Lafay tournait impuissant. Les équipages de tir suivirent du mieux qu'ils purent, tandis que le navire pivotait sous leurs pieds. La tourelle, 52 tira, frappa l'aile du val, en arracha la moitié. L'avion fit la roue, s'écrasa dans l'océan à 50 mètres. Sa bombe s'était déjà détachée, tomba le long de la coque, explosa sous l'eau. Les plaques de la coque se gondolèrent. Une autre fuite s'ouvrit. La gîte passa à 9 degrés. 18 minutes. 15 avions ennemis détruits. 23 morts. 35 blessés. Gouvernail bloqué, prenant l'eau, tournant de manière incontrôlée. 6 autres kamikazes arrivaient encore. Beckton se tenait sur la passerelle. Du sang coulait sur son visage à cause d'un éclat. Uniforme déchiré. Les fenêtres de la passerelle brisées. La voix cassée à force de crier des ordres. L'officier adjoint aux communications, le lieutenant Frank Manson, apparut à ses côtés. Jeune officier, fraîchement sorti d'Annapolis. Un bon gamin. Manson regarda les feux, l'inondation,
les corps, le navire qui tournait en rond. Il se tourna vers Beckton, demanda s'ils allaient devoir abandonner le navire. La réponse de Beckton fut immédiate. Non, il n'abandonnerait jamais le navire tant qu'un seul canon pourrait tirer. Manson hocha la tête et retourna à son poste. À côté, un guetteur dit doucement qu'il continuerait de tirer s'il pouvait trouver un seul homme pour charger le canon avec lui. Beckton ne l'entendit pas, déjà concentré sur la menace suivante. Le numéro 17 attaqua à 9h10. Un val venant de l'arrière. Malgré le virage constant, les canons arrière engagèrent le combat. Ce qui restait des équipages de la plage arrière tira tout ce qu'il avait. Le val fut touché, continua d'avancer, largua sa bombe, manqua sa cible, s'écrasa dans la section arrière déjà dévastée, ajoutant de nouveaux feux au brasier. La chaleur était si intense que les munitions prêtes à l'emploi des canons restants commencèrent à exploser. Des claquements secs, comme des feux d'artifice. Les hommes saisirent les obus brûlants à main nue pour les jeter par-dessus bord. Les brûlures n'avaient pas d'importance. Seule l'explosion de la soute comptait. La patrouille aérienne au-dessus faisait tout son possible. Les Wildcats et les corsaires engageaient les kamikazes en altitude. Ils en abattirent 3 avant qu'ils ne puissent plonger. Mais les Japonais continuaient d'en envoyer d'autres. La mathématique était brutale. 16 stations, de Pike-Oe autour d'Okinawa. 50 kamikazes dans ce raid. Le Lafay était seul à la station la plus au nord. Chaque pilote voyait la fumée. Chaque pilote savait où se trouvait le navire endommagé. Ils se tournèrent tous vers lui. À 9h13, le numéro 18 plongea. Un Judy, par la proue et bâbord, la tourelle 50, et un le suivit. Tira. L'obus passa si près que le Judy trembla, mais ne fut pas touché. Les canons de 40 mm engagèrent dans le combat. Les traçantes remontèrent, frappèrent de la racine de l'aile. L'aile du Judy se plia. Le pilote essaya de compenser. Impossible. L'avion partit en vrille, se retourna. S'écrasa dans l'eau à 100 mètres. La déflagration fut assez proche pour renverser les hommes sur le pont. 21 minutes après le début de la bataille, 17 avions ennemis détruits. Mais le coup était hallucinant. 26 morts, 40 blessés. Des incendies brûlants sur 3 niveaux, des inondations dans 4 compartiments. Gîte maintenant à 11 degrés. Gouvernail toujours bloqué. Le navire tournait comme un animal blessé. Et 5 autres kamikazes arrivaient. L'entraînement de Beckton était la seule chose qui permettait à l'équipage de rester opérationnel. Des hommes qui s'étaient exercés jusqu'à l'épuisement bougeaient maintenant par instinct. Les équipages de tir, dont des membres étaient de mort, piochaient des remplaçants dans les équipes de contrôle des avaries. Des chargeurs qui n'avaient jamais tiré avec un canon prirent la relève. Des canonniers, blessés par des éclats, continuèrent de tirer. Personne n'abandonna. Personne ne paniqua. Ils s'étaient entraînés pour cela. Pas exactement pour cela. Personne ne peut s'entraîner pour une telle chose, mais suffisamment proche. Le numéro 19 arriva à 9h15. Un val par le quartier tribord. Mitraillage d'abord. Tua 3 hommes de plus sur le pont exposé. Puis le piquet. La tourelle 52 s'engagea. Coupe au but à 800 mètres. Le val explosa en plein ciel. Les débris s'éparpillèrent sur l'océan. Une menace éliminée. 4 restantes. Les équipes de contrôle des avaries sous les ponts accomplissaient des miracles. L'ingénieur en chef et ses hommes étayaient les cloisons avec des poutres en bois, soudaient des plaques d'acier sur les trous, pompaient l'eau plus vite qu'elle n'entrait,
ou presque. Le navire s'enfonçait par l'arrière, de 90 cm sous la ligne de flottaison normale. Prenant plus d'eau à chaque explosion sous-marine, mais toujours à flot, se battait encore. Les espaces médicaux étaient submergés. Le médecin du navire et 2 aides-pharmaciens soignaient les blessés plus vite qu'ils n'arrivaient. Le carré des officiers transformé en salle de chirurgie d'urgence. Le pont de la cafétéria transformé en centre de tri. Les couchettes remplies de blessés. Le sol couvert d'hommes attendant des soins. La morphine venait à manquer. Les bandages s'épuisaient. Le docteur continua de travailler. Il amputa la jambe fracassée de Fred Burgess avec un couteau et une scie. Plus d'anesthésique. Burgess mordit dans du cuir. Il survécut. À 9h18, le numéro 20 attaqua. Un Judy arrivant de face. Les 2 tourelles avant tirèrent simultanément. L'obus de la 50 et un frappa l'hélice. L'obus de la 52 frappa le moteur. Le Judy se désintégra. Les équipages avant hurlèrent de joie. Les premiers cris de joie de toute la bataille. 20 avions ennemis détruits, 3 de plus à abattre. Mais les 3 derniers furent les pires. Le numéro 21 arriva à 9h20. Un val par le travers bâbord. Plongé à angle élevé, presque vertical. Tir impossible à suivre pour les canons avec une telle pente. Les équipages essayèrent quand même, tirèrent droit vers le haut, manquèrent. Le val descendit comme un météore. Le pilote visait la passerelle, essayant de tuer l'état-major et d'anéantir la résistance. Beckton le vit venir. Ne put rien faire. Le navire tournait toujours de manière incontrôlée. Aucun moyen de manœuvrer, aucun moyen d'esquiver. Le val frappa à 6 mètres devant la passerelle, traversa le pont, explosa dans le poste d'équipage avant, tua 11 hommes, fit sauter la cloison entre les compartiments, déclencha des incendies massifs. De la fumée s'éleva à travers le pont. L'équipage de la passerelle ne voyait plus rien devant lui, aveugle, et le navire s'enfonçait plus vite maintenant. L'arrière presque sous l'eau, la proue s'élevant, gîte à 13 degrés. Les hommes luttant pour rester debout sur des ponts inclinés. L'équipement glissant, les corps glissants. L'équipage se battait toujours. Les canons tiraient toujours, parce que Beckton l'avait ordonné. Et Beckton n'avait pas abandonné le navire. Alors eux non plus. 25 minutes depuis la première attaque. 21 avions ennemis détruits. 37 morts, 53 blessés. Le navire sombre. Des incendies partout, tournant en rond aveuglément. Un canon toujours opérationnel à l'avant. Peut-être 2 à l'arrière, si les équipages avaient survécu. À 9h23, le numéro 22 apparut à l'horizon. Le 22e kamikaze était un autre val venant par la proue tribord, haut et rapide. Le pilote avait vu 21 appareils échouer. Il les avait vus se faire abattre, manquer leur cible ou frapper des zones non vitales. Il n'allait pas commettre les mêmes erreurs. Approche professionnelle, angle de piqué parfait, visant directement la passerelle. Tuer le capitaine, tuer le commandement, tuer le navire. La tourelle 50, et un suivi, tira, manqua, tira encore, manqua encore. L'équipage était épuisé. 26 minutes de combat continu. Les oreilles saignant à cause des détonations. Les bras tremblants à force de charger les obus. Les yeux pleurants à cause de la fumée. Ils tirèrent une 3e fois. L'obus passa sous le fuselage du val. Proche, pas assez proche. Les canons de 40 mm s'engagèrent à 1000 mètres. Les traçantes convergèrent.
frappèrent la queue du Val. De petits morceaux s'envolèrent. Cela ne le ralentit pas. 800 mètres, les canons de 20 mm se joignirent au tir. Des centaines de projectiles par minute. Le feu montant verse le cockpit. Frappa le capote moteur. Frappa le phare. Brise. 600 mètres. Le Val laissait maintenant une traînée de fumée. Arrivait toujours. 400 mètres. Alors, un corsaire de la patrouille aérienne plongea d'en haut. Le pilote tournait en rond, attendant une ouverture. Il vit le Val engagé dans son piquet. Aucune échappatoire, aucune évasion. Cible parfaite. Les 6 mitrailleuses de calibre 50 du corsaire ouvrirent le feu. 3600 projectiles par minute. Le Val se désintégra en plein vol à 300 mètres. Les ailes se séparèrent. Le fuselage culbuta. La bombe se détacha et explosa dans l'eau. Des débris s'éparpillèrent. Certains frappèrent le pont du Lafay. Déclenchèrent de petits incendies. Les équipages les écrasèrent sous leurs pieds. 22 avions ennemis détruits. Le dernier. Le raid était terminé. Il était 9h25. 80 minutes depuis le premier contact. Les 80 minutes les plus longues de l'histoire navale. Beckton inspecta son navire. Le Lafay se mourait. L'arrière sous l'eau. La proue s'élevant à 15 degrés. Gîte sur bâbord à 14 degrés. Des hommes marchant sur des ponts inclinés en se tenant aux rambardes pour ne pas glisser. Des incendies brûlant sur 4 niveaux. Une fumée si épaisse que l'équipage de la passerelle portait des chiffons mouillés sur le visage. Gouvernail bloqué. Machine tournant encore, mais à peine. Systèmes électriques coupés. Communication coupée. Radar détruit. La moitié de l'armement disparu. Coque percée à 6 endroits. Prenant l'eau plus vite que les pompes ne pouvaient la rejeter. 32 morts confirmés. 71 blessés. Certains critiques, d'autres marchands. Tous saignants. Les espaces médicaux débordés. Le docteur travaillant sans interruption depuis 90 minutes. Les mains couvertes de sang. Le visage gris de fatigue. Opérant toujours. Essayant toujours de sauver des vies. Mais les kamikazes étaient nés partis. Le ciel était clair. La patrouille aérienne tournait au-dessus, protégeant le contre-torpilleur blessé, s'assurant qu'un seul autre assaillant ne passerait. À 9h30, le dragueur de mine Macomb apparut à l'horizon, se précipita pour aider, accosta à 9h45. Il transféra du matériel de lutte contre l'incendie, des lances supplémentaires, des pompes en plus, des équipes de contrôle des avaries fraîches. L'équipage du Macomb rejoignit le combat contre les flammes. Les engins de débarquement L, CS 50 et 1 et L, CS 1116, qui s'étaient battus aux côtés du Lafay pendant toute la bataille, se rapprochèrent. Ils avaient abattu 6 kamikazes à eux deux. Maintenant, ils fournissaient des pompes supplémentaires et des fournitures médicales, transféraient les blessés vers leurs infirmeries, offraient un peu de répit au docteur surmené du Lafay. Le remorqueur de la flotte Pacana arriva à 10 heures. Il prit le Lafay en remorque, tira lentement le contre-torpilleur loin de la station de piquet, hors de la zone de combat, vers la sécurité. La progression était agonisante. 3 nœuds au maximum. Le Lafay était si bas dans l'eau que les vagues balayaient la plage arrière. Des hommes écopaient avec des seaux. Chaque main qui ne combattait pas le feu pompait l'eau. Vers 11 heures, les équipes de contrôle des avaries avaient maîtrisé les pires incendies. Pas éteints, maîtrisés. Brûlant toujours, mais ne se propageant plus. Toujours dangereux, mais plus immédiatement catastrophique.
L'inondation était stabilisée. Pas arrêtée, stabilisée. L'eau entrait toujours, mais les pompes tenaient le rythme. Le navire s'enfonçait toujours, mais lentement, sans couler. Pas encore. Beckton refusa de quitter la passerelle. Il resta là pendant 7 heures d'affilée. Du sang séché sur son visage, son uniforme trempé d'eau de mer et de sueur, la voix perdue à force de crier des ordres, commandant toujours, dirigeant toujours. Les hommes levaient les yeux vers lui et y trouvaient de la force. Si le capitaine n'abandonnait pas, eux non plus. À 14 heures, le Pacana avait remorqué le Lafay à 15 milles vers le sud, plus loin de la zone de combat, plus près de la flotte. La couverture aérienne au-dessus était maintenant dense. Wildcats, Corsair, Hellcats. Rien ne passerait pour achever le Lafay. Le bilan médical fut mis à jour. 32 morts confirmés. 7 disparus, présumés morts dans les compartiments inondés. 60 et 11 blessés, 23 critiques, 48 stables. Chaque homme s'était battu. Chaque homme avait saigné. L'évaluation technique arriva. 6 impacts de kamikaze, 4 coups directs de bombes, de multiples explosions à proximité. Coque percée en 8 points, et non 6. 3 compartiments complètement inondés. 2 autres partiellement inondés. Pont principal, structurellement compromis. Superstructure endommagée. Mât tordu. Mécanisme du gouvernail détruit. Un arbre d'hélice endommagé. 50% de l'armement détruit ou inopérant. Selon n'importe quel critère raisonnable, le Lafay aurait dû couler, mais il ne l'avait pas fait. Le 17 avril, à l'aube, le Pacana ancra le Lafay au large d'Okinawa. Les réparations temporaires commencèrent. Les soudeurs scellèrent les pires brèches de la coque. Les charpentiers étayèrent les cloisons affaiblies. Les pompes tournaient sans arrêt. Les incendies furent enfin éteints après 18 heures. Le navire avait toujours de la gîte, était toujours enfoncé, mais il était stable. Le 27 avril, le Lafay, par ses propres moyens, atteignit Saipan, boitant à peine, un seul moteur, direction de secours, mais avançant. Le 24 mai, il arriva à Tacoma, dans l'État de Washington. Il entra en cale sèche au chantier naval Todd. Estimation des réparations, 4 mois. Estimation du coût, considérable, mais méritée. Le navire avait gagné quelque chose pendant ses 80 minutes au large d'Okinawa. Un surnom, le navire qui ne voulait pas mourir. Le capitaine Frédéric Moosberger de la force opérationnelle 50 et 1.5 envoya un message à Beckton le 22 avril. Il disait que tant que le Lafay resterait quelque part dans le Pacifique, la marine saurait toujours où trouver du punch en cas de besoin. Il disait qu'on se souviendrait toujours que le Lafay rit le dernier. Le surnom resta. Les journaux s'en emparèrent. Les émissions de radio le répétèrent. Le navire qui survécut à 22 attaques de kamikazes. Le navire qui reçut 10 coups directs, 4 bombes, 6 crashs d'avion. Le navire qui continua de se battre quand tous les règlements disaient qu'il devait couler. Les analystes navals étudièrent ce qui s'était passé. Ils essayaient de comprendre comment le Lafay avait survécu quand tant d'autres avaient échoué. Le contre-torpilleur Mannertabel, frappé par 2 kamikazes au large d'Okinawa le 12 avril, coula en 4 minutes. Le contre-torpilleur Bush, frappé par 3 kamikazes le 6 avril, coula en 2 heures. Le contre-torpilleur Kowloon, frappé par 4 kamikazes le 6 avril, coula en 30 minutes. Tous des navires plus récents, tous avec des équipages bien entraînés, tous perdus. Mais le Lafay encaissa 10 coups
et survécu. Les analystes trouvèrent 3 raisons. La première était l'entraînement de Beckton, ses exercices obsessionnels, ses alertes au milieu de la nuit. Les hommes agissaient sous un stress impossible parce qu'ils s'étaient exercés sous un stress simulé. Les équipages de tir rechargeaient tout en étant blessés parce qu'ils avaient rechargé les yeux bandés. Les équipes de contrôle des avaries étayaient les cloisons pendant que le navire brûlait parce qu'elles s'étaient exercées à étayer des cloisons dans des compartiments remplis de fumée. L'entraînement sauva des vies. L'entraînement sauva le navire. La deuxième raison était le gouvernail bloqué, le virage permanent de 26 degrés. Pur accident. Une explosion sous-marine avait endommagé le mécanisme de direction, mais ce cercle constant fit du Lafay une cible plus difficile. Les kamikazes devaient ajuster leur piquet en pleine attaque, anticiper la cible mobile, compenser le virage. La plupart jugèrent mal, frappèrent de l'eau, frappèrent des zones non vitales ou frappèrent de là où le navire était déjà endommagé. La panne de gouvernail qui aurait dû condamner le Lafay l'aida en réalité à survivre. La troisième raison était la compartimentation. Les contre-torpilleurs de la classe Allen M. Sumner avaient une meilleure subdivision interne que les modèles précédents, plus de compartiments étanches, des cloisons plus solides, de meilleures stations de contrôle des avaries. Quand un compartiment était inondé, les cloisons tenaient. Quand le feu se propageait, les coupe-feux l'arrêtaient. Le navire pouvait subir des dommages massifs dans une section et rester fonctionnel dans les autres. La salle des machines pouvait inonder les soutes sans perdre la flottabilité. Le service médical pouvait opérer pendant que le combat continuait au-dessus. Chaque système était indépendant. Chaque compartiment isolé. Mais la vraie raison était plus profonde que l'entraînement. C'était l'équipage. 336 hommes qui refusèrent d'abandonner. Des canonniers qui continuèrent de tirer avec des éclats dans la poitrine. Des chargeurs qui continuèrent de charger avec des brûlures aux mains. Des mécaniciens qui continuèrent de pomper avec l'eau montant autour d'eux. Des équipes de contrôle, des avaries qui continuèrent de combattre les flammes, tandis que les kamikazes s'écrasaient au-dessus de leur tête. Des infirmiers qui continuèrent de soigner les blessés, alors que les bombes explosaient à proximité. Ils refusèrent d'abandonner le navire, parce que Beckton refusait d'abandonner le navire. Et Beckton refusait parce qu'il avait déjà perdu 2 navires. Il avait vu l'Aaron Ward couler. Il avait été témoin de la perte du premier Lafay. Il savait à quoi cela ressemblait quand un contre-torpilleur mourait. Il connaissait le son que cela faisait. Il savait comment les hommes hurlaient. Il savait comment Léo s'engouffra, comment les feux se propageaient. Il savait tout cela. Et il avait décidé que cela n'arriverait plus. Pas à son navire, pas à son équipage, pas sous ses ordres. Cette décision, prise des mois plus tôt au chantier Bath Iron Works, alors que le Lafay était encore en construction, sauva 304 vies le 16 avril 1945. Les décorations vinrent plus tard. Citation présidentielle à l'ordre de l'unité pour tout le navire. Le plus haut honneur qu'une unité navale puisse recevoir. La citation disait que le Lafay s'était battu vaillamment contre des vagues d'avions suicides, hostiles, plongeant vers lui de toutes les directions, qu'il avait mis en place des barrages acharnés de tirs anti-aériens lors d'une attaque aérienne extrêmement lourde et concentrée, qu'il avait subi de graves dommages structurels, la perte de son armement et de lourdes pertes humaines, mais qu'il était ressorti de l'action toujours à flot et toujours
comme une unité de combat efficace. Beckton reçut la Navy Cross. La citation disait qu'il avait habilement contré les tactiques ennemies fanatiques, employé chaque manœuvre concevable, dirigé tous les canons dans un barrage intense et implacable, conservé le contrôle total malgré une force aérienne écrasante. Il avait combattu farouchement pendant plus de 2 heures, abattu lui-même 8 avions ennemis, tandis que 6 s'écrasaient sur son navire. L'enseigne Robert Thompson reçut la Navy Cross à titre posthume, tué par le 9e kamikaze, alors qu'il dirigeait les équipes de contrôle des avaries. Il s'était battu jusqu'au moment de l'impact. 6 Silver Stars, 18 Bronze Stars, une lettre de recommandation de la marine furent distribuées parmi l'équipage. Reconnaissance d'un héroïsme extraordinaire sous le feu. Le commandant de l'engin de débarquement LCA-51, le lieutenant Howell Chickering, reçut la Navy Cross. Son petit bâtiment abattit 6 avions tout en défendant le Lafay. Il resta en position malgré son infériorité d'armement et sa vulnérabilité. Il fournit un appui-feu critique. Mais les chiffres et les médailles ne captent pas ce qui s'est réellement passé ce matin-là. Ils n'expliquent pas ce que l'on ressentait en se tenant sur un pont en feu alors que des avions plongeaient de toutes les directions. Ils ne transmettent pas le son des canons de 5 pouces tirant sans interruption pendant 80 minutes. Ils ne décrivent pas l'odeur de la chair brûlée, de la cordite et de l'eau de mer. Ils ne communiquent pas l'épuisement de charger des obus jusqu'à se déboîter les épaules. Ils n'expriment pas la peur de voir ses amis mourir. Ils ne traduisent pas le courage en mots. Ce qui est arrivé le 16 avril au large d'Okinawa était quelque chose de plus rare que l'héroïsme. C'était un refus collectif d'accepter la défaite. 336 individus prenant la même décision simultanément. Nous ne coulerons pas. Nous ne nous rendrons pas. Nous n'arrêterons pas de nous battre. Les Japonais peuvent nous frapper 10 fois, 20 fois. Nous encaisserons les coups. Nous continuerons de tirer parce que notre capitaine l'a ordonné. Et nous avons confiance en notre capitaine. Il a perdu 2 navires avant. Il ne perdra pas celui-ci. Alors nous non plus. Ce genre d'unité n'arrive pas par accident. Cela ne vient pas des discours, du patriotisme ou de la propagande. Cela vient de moi d'un entraînement brutal. Cela vient d'un capitaine qui se soucie plus de la préparation que de sa popularité. Cela vient d'officiers qui dirigent par l'exemple. Cela vient d'officiers mariniers qui refusent d'accepter la médiocrité. Cela vient de marins qui ont confiance en leur entraînement, même quand la logique dit qu'ils devraient paniquer. Le Lafay termina ses réparations en septembre 1945. La guerre était finie. Le Japon s'était rendu le 15 août. Plus de kamikazes, plus de combats. Mais la marine voulait que le Lafay soit de nouveau opérationnel. Elle voulait que le navire, qui ne voulait pas mourir, reprenne du service. Novembre 1945. Le Lafay participait à l'opération Crossroads, des essais de bombes atomiques sur l'atoll de Bikini. Le navire survécut aux explosions, collecta des données sur les radiations, prouva qu'il pouvait aussi survivre aux armes nucléaires. Décontaminé après coup, il fut placé dans la flotte de réserve du Pacifique. Mis sous cocon. Puis la Corée. Juin 1950. La Corée du Nord envahit le Sud. Les Nations Unies répondirent. La marine avait besoin de contre-torpilleurs. Le Lafay fut remis en service. Retour au combat. D'octobre 1950 à juillet 1953, le Lafay participa au blocus de Wonsan, le plus long blocus naval de l'histoire américaine.
861 jours. Le Lafay tira des milliers d'obus sur des cibles côtières, soutint les opérations des marines, intercepta des navires de ravitaillement, survécut aux mines, survécut au feu des batteries côtières, survécut à tout ce que la Corée lui envoya. Le navire qui ne voulait pas mourir pendant la Seconde Guerre mondiale ne voulait pas mourir en Corée non plus. Juillet 1953, l'armistice fut signé. Le Lafay fut à nouveau retiré du service, retourna à la flotte de réserve, cette fois de façon permanente. La carrière de Beckton continua de progresser. Promu capitaine en janvier 1951, il commanda des divisions de contre-torpilleurs. Servi au bureau du personnel naval. Commanda le navire de transport USS Glenn. Servi au bureau du chef des opérations navales. Septembre 1956. Il prit le commandement du cuirassé USS Iowa. L'Iowa, 60 000 tonnes, 9 canons de 16 pouces, un navire amiral, un capitaine de contre-torpilleurs, commandant un cuirassé. Un honneur rare. 1958. Affecté au département de la Marine, directeur de la division du personnel engagé. Il façonna la politique d'entraînement de la Marine pour des milliers de marins. Appliqua les leçons apprises sur le Lafay. L'accent sur le contrôle des avaries, l'accent sur la redondance, l'accent sur la préparation de l'équipage. Son expérience au large d'Okinawa influença la doctrine navale pendant des décennies. Promu contre-amiral. Retraité en 1966, après 35 ans de service. Il s'installa à Wynwood, en Pennsylvanie, avec sa femme Elizabeth. 2 filles. Une retraite tranquille. Écrivit ses mémoires. Assista aux réunions d'anciens. N'oublia jamais son équipage. N'oublia jamais le 16 avril. L'équipage se dispersa après la guerre. La plupart rentrèrent chez eux, retournèrent dans les fermes, les usines et les bureaux, redevinrent des civils. Mais ils restèrent en contact. Réunions annuelles, lettres, appels téléphoniques. Les hommes qui s'étaient battus 80 minutes ensemble restèrent des frères pour la vie. Lawrence Dookie retourna en Pennsylvanie, devint machiniste, éleva une famille, ne parla jamais beaucoup de la guerre, mais garda sa Navy Cross dans un tiroir. Il la sortait parfois, se souvenait du jour où la tourelle 53 avait reçu 2 impacts de kamikaze. Se souvenait d'avoir été éjecté, se souvenait d'avoir saisi l'extincteur, se souvenait d'avoir combattu les flammes pendant que le monde brûlait. Bob Robertson perdit son œil gauche à cause d'un éclat, reçut une réforme médicale, retourna au Michigan, devint enseignant, enseigna l'histoire, parla parfois du Lafay à ses élèves, leur montra sa Purple Heart, expliqua ce qu'étaient les kamikazes, pourquoi les hommes se battaient, pourquoi les navires comptaient, les élèves écoutaient, apprenaient, se souvenaient. Fred Burgess survécut à la perte de sa jambe, reçut une prothèse, apprit à marcher à nouveau. Il devint charpentier. Une charpentier à une jambe, construisit des maisons, des meubles, construisit une vie, ne se plaignit jamais. Les hommes qu'il avait vu pousser Robertson au sol, recevoir l'éclat destiné aux plus jeunes marins, n'oublièrent jamais. Le vrai héroïsme ressemble à cela. Se sacrifier pour qu'un autre vive. Le médecin du navire reçut une citation pour avoir soigné 60 et 11 blessés dans des conditions de combat. Continua sa carrière dans la marine. Devint administrateur d'hôpital. Appliqua les leçons de traumatologie du Lafay pour former de nouveaux médecins. L'accent sur le tri. L'accent sur le travail sous pression. L'accent sur la prise de décision difficile et rapide. Il sauva d'innombrables vies en enseignant ce qu'il avait appris ce jour-là.
En 1962, la marine déclara le Lafay en surplus, destiné à la démolition. Mais les vétérans protestèrent. Le navire qui ne voulait pas mourir ne devait pas mourir dans un chantier de ferraille. Ils le préservèrent, en firent un mémorial. Ils en firent don au musée naval et maritime de Patriots, Pointe à Charleston, en Caroline du Sud. Le Lafay arriva à Patriots, Pointe en 1981, rejoignit le porte-avions Yorktown, devint un navire-musée ouvert au public. Les visiteurs pouvaient parcourir les ponts, voir la passerelle où Beckton commandait, voir la tourelle 53 où Dookie s'était battu, voir les dégâts, toucher l'histoire. En 1986, déclaré monument historique national. Seul contre-torpilleur de classe Sumner, encore possédé par les Américains, préservé pour sa survie à l'attaque des kamikazes. Valeur éducative, importance historique. Mais le Lafay commença à se détériorer. L'eau salée, l'âge, la négligence. En 2008, plus de 100 fuites dans la coque. Le navire coulait à son amarrage. Les officiels craignaient qu'il ne sombre. 9 millions de dollars étaient nécessaires pour les réparations. La Caroline du Sud accorda un prêt. Le Lafay fut remorqué en cale sèche en août 2009. La coque fut réparée, la rouille enlevée, de nouvelles plaques installées, une peinture fraîche. Retour à Patriot. En avril 2010. 65 ans jour pour jour après l'attaque des kamikazes. Le navire qui ne voulait pas mourir au larger d'Okinawa ne voulait pas mourir au quai non plus. Aujourd'hui, l'USS Lafay repose à Patriots. Ouvert tous les jours. Les visiteurs parcourent les ponts où 336 hommes se sont battus pour leur vie. Ils se tiennent sur la passerelle où Beckton commandait. Ils touchent les canons qui ont tiré pendant 80 minutes sans s'arrêter. Ils voient les dégâts qui auraient dû le couler. Le navire raconte l'histoire mieux que les mots. La tourelle 53 montre encore les marques d'impact des kamikazes. Le plaquage du pont porte encore les traces des bombes. La coque a toujours des pièces soudées sur les trous. Les fenêtres de la passerelle sont toujours fissurées par les explosions. Tout est préservé, tout est authentique. Parcourez-le et vous comprendrez ce qui s'est passé. Pas seulement intellectuellement, mais viscéralement. Des programmes éducatifs amènent des groupes scolaires. Les élèves apprennent la Seconde Guerre mondiale, les kamikazes, le combat naval, mais plus important encore, ils apprennent le courage, l'entraînement, le refus d'abandonner quand l'abandon semble logique, la confiance en son équipe, le leadership sous le feu. Des leçons qui s'appliquent bien au-delà de l'histoire militaire. Des leçons pour la vie. Les vétérans lui rendant visite régulièrement. Les vétérans de la Seconde Guerre mondiale sont moins nombreux chaque année. Les vétérans de Corée viennent encore. Leurs enfants, leurs petits-enfants, rendant hommage, se souvenant, s'assurant que l'histoire continue, s'assurant que le 16 avril 1945 ne s'efface pas dans les notes de bas de page. Beckton mourut le 25 décembre 1995, le jour de Noël, à l'âge de 87 ans. Enterré au cimetière national d'Arlington avec les honneurs complets. Sa femme Elizabeth lui survécut. 2 filles, de nombreux petits-enfants, tous fiers de ce que leur père et grand-père avaient accompli. Pas seulement d'avoir survécu à Okinawa, mais d'avoir si bien entraîné ces hommes qu'ils purent survivre à Okinawa. Son héritage, ce ne sont pas les médailles, ni les promotions, ni même d'avoir sauvé le Lafay. Son héritage est d'avoir prouvé que la préparation compte, que l'entraînement
n'est pas une punition, que s'exercer jusqu'à ce que les hommes vous détestent peut leur sauver la vie plus tard, que diriger signifie se soucier plus de l'état de préparation que de la popularité. Chaque officier de marine étudie le style de commandement de Beckton. Chaque école de contrôle des avaries enseigne la survie de la fait. Chaque cours de leadership fait référence au 16 avril, parce que les leçons sont intemporelles. Le Lafay a gagné 5 étoiles de bataille pour la Seconde Guerre mondiale. 2 étoiles de bataille pour la Corée. La citation présidentielle à l'ordre de l'unité et de nombreuses autres décorations. Mais la vraie réussite n'est pas dans les récompenses. Ce sont les 104 hommes qui ont survécu, qui sont rentrés chez eux, qui ont fondé des familles, qui ont vécu des vies pleines parce que leur capitaine les avait préparés et que leur navire refusait de couler. Les Japonais s'attendaient à ce que le Lafay sombre après les premiers impacts. Le taux de survie standard d'un contre-torpilleur face à des attaques massives de kamikazes était faible. La plupart des navires frappés par plus de 3 kamikazes coulaient. Le Lafay en cessa 10 coups directs. Il aurait dû couler 5 fois. Il ne l'a pas fait. Il a continué de se battre, a continué de flotter, a continué de tirer. Les Japonais ont continué d'attaquer parce qu'ils ne pouvaient pas croire que le navire était encore opérationnel. Ils pensaient que chaque nouvelle attaque l'achèverait. Cela n'est jamais arrivé. C'est ce qui a choqué le Japon. Pas que les Américains puissent construire des navires, ni qu'ils puissent entraîner des équipages, mais que les Américains puissent encaisser autant de châtiments et continuer de se battre, puissent perdre la moitié de leurs armes et continuer de tirer, puissent subir des pertes massives et maintenir la discipline, puissent faire face à une mort certaine et refuser d'abandonner. Ce niveau de détermination a surpris le commandement militaire japonais, les a forcés à recalculer ce que vaincre l'Amérique exigerait, leur a fait comprendre que la guerre était perdue. Un contre-torpilleur, 80 minutes, a changé l'évaluation stratégique japonaise. Car si un seul navire pouvait survivre à 22 kamikazes, à combien de kamikazes et toute la flotte pourrait-elle survivre? Si un seul équipage pouvait se battre avec un tel acharnement, que coûterait l'invasion du Japon? La mathématique devint impossible. Les pertes devinrent inacceptables. La guerre devint impossible à gagner. Le Lafay n'a pas gagné la Seconde Guerre mondiale à lui seul, mais il a démontré pourquoi l'Amérique la gagnerait. Non par une technologie supérieure, non par une capacité industrielle immense, mais par la détermination humaine, par l'entraînement, par le leadership, par des hommes qui refusaient d'accepter la défaite. Même quand la défaite semblait inévitable. 16 avril 1945, à 30 000 au nord d'Okinawa. 80 minutes qui ont défini le combat naval. 80 minutes qui ont prouvé ce que l'entraînement et le leadership pouvaient accomplir. 80 minutes qui ont sauvé 304 vies. 80 minutes qui ont valu un surnom. Le navire qui ne voulait pas mourir. Et 79 ans plus tard, il ne l'est toujours pas. Si cette histoire vous a touché comme elle nous a touchés, rendez-moi un service. Cliquez sur le bouton j'aime. Chaque mention j'aime dit à YouTube de montrer cette histoire à plus de gens. Abonnez-vous et activez les notifications. Nous sauvons des histoires oubliées, des archives aussi poussiéreuses chaque jour. Des histoires de marins et d'équipages de contre-torpilleurs qui ont sauvé des vies par leur entraînement, leur courage et leur refus d'abandonner. Des gens réels, un héroïsme réel. Laissez un commentaire dès maintenant et dites-nous
D'où vous nous regardez. Regardez-vous depuis les États-Unis, la France, le Canada, l'Australie. Notre communauté s'étend sur le monde entier. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous faites partie de ceux qui gardent ces mémoires vivantes. Dites-nous où vous êtes. Dites-nous si quelqu'un dans votre famille a servi. Faites-nous simplement savoir que vous êtes là. Merci d'avoir regardé et merci de vous assurer que le commandant Becton et son équipage ne disparaissent pas dans le silence. Ces hommes méritent qu'on se souvienne d'eux et vous nous aidez à ce que cela arrive.